C'est un peu la question qui entourera Usher pour la suite de sa carrière après l'ère Confession. Une ère qui était tellement iconique, tellement emblématique. Une ère où, comme je te le disais, il retranscrivait ce côté serial lover, mais avec des failles. Et puis, serial lover ou pas, Usher, ça reste un humain. Il grandit, il mûrit comme tout le monde, il finit même par se marier. Et tous ces éléments seront l'ADN de son 5e album, Here I Stand, en 2008. Une maturité qui se remarquera dans la composition de ses titres et qui d'ailleurs sera saluée par la critique. On aura le droit à de nouveaux tubes comme Moving Mountain ou Love in This Club. Il y aura d'ailleurs un remix avec Beyoncé et Lil Wayne. Malheureusement, commercialement parlant, on ne sera plus sur les mêmes chiffres que Confession, car en fin d'exploitation, on terminera avec, écoute bien, 1 500 000 ventes, soit une chute vertigineuse de 9 millions. Pourtant, si on regarde bien, ça reste un album qui, certes, a un autre style, mais qui reste tout aussi qualitatif. Un morceau d'ailleurs que j'ai bien aimé dans cet album, c'est le morceau What's Your Name, en featuring avec will.i.am, qui a un petit côté quand même un peu clubby, un peu Timbaland. Il faut retenir qu'à partir de ces projets, toutes ces ventes d'albums tourneront principalement autour de ces chiffres. Mais contrairement à cette ère, certaines d'entre elles seront un peu plus impactantes car il va adopter une stratégie qui avait fonctionné avec Ye en 2004, à savoir avoir des singles qui s'insèrent dans la tendance de manière intelligente. Alors je ne dis pas que l'ère Here I Stand n'était pas impactante, comme je te le disais, il y avait des titres marquants, mais tu sentais qu'il y avait quand même ce côté recherche. Il faut dire que le projet est sorti en 2008. C'était une période un peu compliquée pour la musique et plus particulièrement pour la musique urbaine car c'était la montée en puissance du téléchargement illégal. Chose qui va un peu se stabiliser au début des années 2010. Et d'ailleurs, en parlant de 2010, qu'est-ce qui se passe cette année-là? 2010 qui est d'ailleurs l'année de la sortie de son nouvel album Raymond vs Raymond. Une période redoutée par certains mais dont beaucoup sont nostalgiques. Oui, la période Electrodance Mania. Souviens-toi, à cette époque, les Black Eyed Peas avaient le feeling. Taio Cruz bombardait les charts comme de la dynamite. Puis, il y avait aussi Jennifer Lopez qui samplait la lambada on the floor. C'est dans cette idéologie que Usher s'alliera avec deux artistes qui maîtrisent parfaitement ce terrain, à savoir will.i.am sur le single OMG. Puis Pitbull sur ce qui est pour beaucoup d'enfants qui ont grandi dans les années 2000 un classique, à savoir le fameux DJ got us falling in love again. Et pour muscler le tout, il renforcera le projet avec des ballades comme There Goes My Baby pour pouvoir fidéliser le public qu'il a connu dans les années 2000. Il paraît tout de même gagnant car même s'il ne retrouve pas ses ventes d'albums d'antan, ses singles, eux, se vendent très bien. La décennie des années 2010 sera une nouvelle étape pour lui parce qu'en parallèle de sa carrière, il va appliquer quelque chose dont il a été bénéficiaire lors de ses débuts dans la musique, à savoir le parrainage des grands de l'industrie. Lui-même étant devenu ce grand auquel il était destiné à être, il accompagnera un petit Canadien qui finira par devenir l'une des plus grosses pop stars de ces 10 dernières années. Et pour la réédition de cet album, il l'invitera sur un remix de ce morceau. Un format de réinsertion gagnant qui reprendra 2 ans plus tard avec son album Looking for Myself. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses, mais sur cette période, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes ont un peu utilisé cet aspect continuité dans la construction de plusieurs de leurs projets. Je pense notamment à Rihanna, à Ne-Yo ou même Chris Brown. Du côté d'Usher, cet aspect continuité se verra sur Looking for Myself car on aura la fameuse ballade R&B avec Climax. Mais aussi le côté Electrodance Mania avec des morceaux comme Scream. Ou encore Euphoria qui a quand même un petit côté Martin Garrix friendly.
D'ailleurs, en parlant de Martin Garrix, il le retrouvera quelques années plus tard sur le morceau Don't Lock Down, sorti en 2015. Ayant compris que ses singles se vendaient mieux que ses albums, Usher y voit une occasion de s'ouvrir à des choses qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il teste, il essaye et après tout, il a raison. Parce qu'après avoir énormément travaillé et construit sa carrière comme il le fallait, l'heure est venue pour lui de se lâcher et de s'amuser. Parce qu'après ça, on a eu seulement comme projet Art to Love en 2016 et aussi le fameux projet en collaboration avec Zaytoven, Hey, qui était destiné à des audiences un peu plus nichées et un peu plus urbaines, mais qui restent tout de même qualitatives, surtout qu'elles sont sorties à une époque où de multiples sous-genres comme le cloud sont arrivés. On a eu le droit à des singles par-ci par-là comme le fameux She Came I Give It To You en featuring avec Nicki Minaj. Ou même plus récemment la reprise de son tube mythique Yeah, rebaptisé Diente, en featuring avec J Balvin et DJ Khaled. C'est dans ça que justement on voit que Usher fait partie de ces artistes qui ont su avancer dans l'ère de leur temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont su se mettre là où il fallait, quand il le fallait, que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue artistique. Lorsqu'il a fallu s'insérer dans le crunk, ils l'ont fait. Dans l'Electro Dance Mania, pareil. Lorsqu'il a fallu parrainer celui qui allait devenir l'une des plus grosses pop stars de ces 6 dernières années, il a su le faire et le crédibiliser comme il le fallait. Et tout ce cheminement fait que Usher est venu, a vu, mais surtout a appris. Ce qui lui a permis aussi par la suite d'accomplir des projets gargantuesques comme l'ouverture de sa résidence à Vegas, qu'il est d'ailleurs venu présenter en France il n'y a pas longtemps. Qu'il soit plus présent ou moins présent, Usher fait partie de ceux qui n'ont rien à prouver. Par exemple, aujourd'hui encore, aucun artiste de son créneau n'a égalé les chiffres de Confession. Et le Super Bowl qu'il nous a fait ne pouvait être logiquement que le point culminant de tout ça. Waouh! Que dire? Alicia Keys, Ludacris, Lil Jon, will.i.am et tout ça en une soirée? D'accord, je me calme. Voyons la chose de manière beaucoup plus constructive et beaucoup plus objective. T'as compris? Si je devais résumer cette mi-temps en un seul mot, je dirais le mot passion. Et ce mot est totalement en adéquation avec tout ce qu'on a vu jusqu'à là. Côté, j'ai vu, je suis venu, j'ai vaincu, mais surtout, j'ai appris, j'ai avancé dans l'ère de mon temps. Au final, si on se penche un peu plus près sur la conception de ce show, c'est tout ce qui fait son storytelling. Ils vont à Usher, misant moins sur la scénographie, mais plutôt sur la performance, qui nous embarque au fur et à mesure dans les périodes les plus lucratives de sa vie, dans une des plus marquantes de l'histoire du R&B, à savoir l'époque Confession, époque où il a collaboré avec des noms comme Alicia Keys ou Ludacris et Lil Jon. Et rien que pour ça, repassons l'entrée d'Alicia Keys. Une entrée qui se fait sur un autre classique du R&B, vient pour rappeler que bien qu'il était moins présent sur la scène musicale de ces dernières années, il a été un des pionniers de ce style musical. On peut y voir plusieurs niveaux de lecture dans ce show, en particulier l'accomplissement de ce gamin qui rêvait de pouvoir faire de la musique lorsqu'il est arrivé à Atlanta. C'est d'ailleurs ce qui expliquera la dédicace à sa mère qui, je te le rappelle, l'a énormément soutenu jusqu'au point de devenir sa manageuse. Hey mama, we made it. And now this is for you. Aussi à la ville d'Atlanta en fin de show. Le tout saupoudré d'une authenticité, mais surtout d'une sincérité, histoire de montrer une forme de respect à cette époque qui a été marquante, qui a été un gros tournant dans sa carrière. Et ça, on peut le voir à travers les guests qui l'ont rejoint, dont Ludacris qui a gardé son afro qu'il avait à l'époque de la sortie de Yeah. Mais aussi dans le costume et notamment ce fameux gant qui est un hommage à celui qu'il a longtemps considéré comme son père spirituel dans le monde de la musique, à savoir Michael Jackson. Comme je te le disais sur la vidéo en format court, beaucoup de rumeurs évoquaient l'apparition de Jungkook ou de J Balvin. Et au final, au vu de la direction artistique prise, je pense que ne pas les avoir fait venir est un choix plutôt logique et cohérent, bien que ce soit deux grands artistes eux aussi. Maintenant, le troisième niveau de sous-lecture, et c'est là où se trouve le génie d'Usher, c'est qu'on peut y voir une promo maquillée
pour son nouvel album Coming Home. De 1, la présence de Her, présente sur la ballade Risky Low, mais aussi le fameux hommage à Atlanta en fin de show. On peut l'entendre répéter à de nombreuses fois A-Town, A-Town. On peut y voir une référence au morceau A-Town présent dans l'album, qui d'ailleurs fait partie de mes coups de cœur en featuring avec Leto. Un album qui d'ailleurs s'appelle Coming Home, Papa rentre à la maison. À son tour possède ses différents niveaux de sous-lecture, tous ses différentes ambiances. On peut avoir le côté nostalgique avec justement le morceau titre en featuring avec Burna Boy. Mais aussi un côté qui montre je peux m'adapter à l'ère du temps et j'ai compris comment il a évolué sur des morceaux comme Kissing Stranger avec ce côté un peu aérien, ce côté un peu cloud, ce côté un peu marshmallow, un peu Khalid. Et s'il y a bien une partie que j'ai adorée dans cette musique, c'est celle-ci. Et en ça, je pense que ce Super Bowl est la meilleure méthode de réinsertion pour lui. Un univers qu'il a un petit peu délaissé ces dernières années au profit d'autres projets concluants, comme sa fameuse résidence à Vegas. D'ailleurs, beaucoup d'éléments de cette mi-temps sont tirés de ses shows à Vegas, notamment cette fameuse scène avec des rollers. Et nul doute que cette mi-temps influencera énormément la vente de cet album. On attend de voir les ventes qu'il fera en première semaine. En conclusion, une mi-temps et un album avec des choix plutôt courageux et stratégiques. Et c'est en ça qu'on va finir cette vidéo. J'espère que ce format, cette thématique et surtout cette spéciale t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Like, commente, partage. À bientôt, même endroit, même chaîne.